Ici, ça tourne au son. Bonjour les amis. Recording. C'est chez toi? Ou c'est le début c'est le début des interviews qui commencent toujours comme ça avec un bruit de police? Avec... Je sais même pas si c'est la police ou l'ambulance, mais je sais pas si... Attention, ça va être dangereux ce que vous allez entendre. je sais pas si c'est la police ou l'ambulance. Je Oui, sais oui, ce pas que je vais si dire est assez dangereux pour beaucoup de magiciens, je pense. Ouais. ce genre de Tu format où peux, on s'expose, tu mais qu'est-ce peux, qui se passe par ici? tu peux Les garder ce amis, que je viens est-ce de que, dire. est-ce que l'ambulance vient chercher Laurent Beretta? Est-ce que l'ambulance vient me chercher Ah, moi? c'est fort possible de me chercher moi. Ouais. Franchement, à ce niveau-là, ouais, moi, je pense que ouais, j'ai un grain complet. Ouais. T'es recherché par les services psychiatriques, tu vas me dire? Oh, je pourrais, ouais, potentiellement, peut-être. Ouais. Les amis, bonjour, bienvenue sur ce format d'interview. Je te fais quand même une intro normale, que tu puisses t'y retrouver, que tu ne pleures pas dans les Oui, oui. commentaires et que je ne t'y retrouve Non, non, pas non. en me disant ouais, tu nous as pas dit bonjour, tu nous as pas demandé comment ça allait, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis heureux, je peux le dire. Nous avions fait déjà une interview avec Laurent il y a un an quasiment. Et cette interview, malheureusement, est entrée dans une case de quelques interviews que je n'ai pas pu sortir, puisqu'il y en a, effectivement. Pour des raisons techniques, il se trouve qu'avec Laurent, on a eu des soucis de connexion et l'image n'était pas vivable et j'avais pas envie de te sortir ça. Mais le contenu était réellement intéressant, il y avait réellement de la valeur. Du coup, qu'est-ce qu'il s'est dit, Quentin? Quentin, il s'est dit, on va renvoyer un message à Laurent. On va lui dire, Laurent, il faut que tu reviennes sur le format, il faut que tu viennes, parce que maintenant, tu vois que j'ai du matos et tout, donc c'est cool, on a la connexion. Il a installé la fibre depuis chez lui. Il a fait l'effort. Ah, C'est pour ça aussi, qu'il ouais. faut le réinterviewer. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Salut. Ben, écoute bien. Plutôt très bien. Alors, Posé ce week-end. là, c'est vrai qu'on est en week-end, on est dimanche. Ouais. Et Ouais. en ce dimanche, mais tu vas pas regarder la vidéo un dimanche, tu vas la regarder un mercredi, puisqu'elle sort un mercredi. Il y a peut-être des gens qui regardent ce format et qui en fait ont vu le nom Laurent Beretta dans le titre, mais qui ne Ils te savent pas du tout qui je connaissent suis, pas. bien Et sûr. je sais que Ce tu qui est fais normal. plein de choses. Alors, je t'invite à te présenter et puis on va pouvoir se dire. Ouais, rapidement. Bon, écoute, moi, j'appartiens à la génération des magiciens des années 2000. Donc, Jean-Luc Bertrand, Julien Labigne. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à l'époque qui a percé, qui s'est fait connaître? Bref, moi, je suis arrivé sur Paris en 2099. J'ai commencé à bosser en 2000 et j'étais un des premiers Français à faire l'émission Le plus grand cabaret du monde en 2002. J'ai un peu ouvert la brèche en disant, bon, il y avait que des Américains, il y avait que des artistes étrangers. Et moi, j'ai envoyé ma bande démo à Monique Nagachon à l'époque. Je l'ai harcelé pour faire l'émission. Et en tout, j'ai fait l'émission 5 fois. Donc, j'ai fait Bravo. 3 fois mon numéro de manipulation de cartes. Ouais, à la base, voilà, je me suis fait connaître dans le milieu de la magie. Voilà, pareil, Colombe d'Or en 99 et j'ai gagné le Grand Prix de magie de Monaco en 2004 Super. avec mon numéro de manipulation de cartes que j'ai tourné un peu dans le monde entier. Et donc, je me suis d'abord connecté par ça. Et puis après, bah, j'ai monté plusieurs spectacles sur Paris à partir des années 2004-2005, où j'ai commencé à mélanger la magie, la danse, la littérature, et je me suis beaucoup amusé à essayer de créer une forme de magie qui était un petit peu avant-gardiste, on m'a dit un peu élitiste à l'époque. D'accord. Mais j'ai voulu un peu explorer ce que j'avais dans la tête et dans le cœur et faire en sorte que ma magie soit un peu différente de celle des autres. Voilà. Et depuis 2008-2009, je travaille beaucoup, beaucoup en entreprise. C'est vraiment devenu mon marché principal. Et donc, j'ai 2 activités. Je suis conférencier. Donc, je fais des conférences où il y a un petit peu de magie, où la magie, je m'en sers pour expliquer des notions de psychologie de la perception, des notions de l'effet waouh. Qu'est-ce que c'est que l'effet waouh qu'on crée nous en magie? De quelles émotions il est constitué? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour qu'un effet de magie existe? C'est mon premier job. Et mon deuxième job, c'est que je crée des effets de magie sur mesure pour des marques de luxe. Donc, je l'ai fait jusqu'à avant les confinements respectifs. Je l'ai fait pour des grandes marques de joaillerie, pour des marques de montres, pour des marques de bijoux. Donc. Et pendant le confinement, j'ai aussi réinventé mon business et je fais toujours de la magie en ligne pour des marques de luxe. Donc là, j'ai signé plein de marques différentes, notamment Vuitton et Chanel. Et donc, depuis le mois de novembre l'année dernière, je fais exclusivement des shows en ligne pour des marques de luxe. Donc, j'ai développé un répertoire d'effets de magie à distance, principalement du mentalisme,
mais avec des objets qu'on envoie aux gens en amont pour qu'il y ait une vraie interaction. Et je le fais avec des petits groupes de 10, 15, 20 personnes. Alors, Voilà. moi, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête déjà comme ça, et on va revenir aux marques de luxe après, mais je vais remonter un petit peu Ouais, dans ta présentation. Tu disais que que tu avais à l'époque fait une magie qu'on qualifiait d'élitiste, que toi ouais, tu qualifies d'avant-gardiste, parce que tu avais envie ouais. de montrer ce que tu avais dans ta tête et dans ton cœur. Mhm. Moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que à cette époque-là, tu as fait qui était avant-gardiste, pourquoi est-ce que tu dis ça aujourd'hui? Alors, à l'époque, donc moi, je suis parti de mon numéro de carte qui durait 7 minutes 45 et on m'a demandé du jour au lendemain, enfin à 3 semaines d'intervalle, de remplacer un magicien au théâtre Trévise qui est tombé malade. Et la femme qui produisait ce magicien m'a dit, est-ce que tu peux me faire un show de 45 minutes dans 3 semaines? Et, et, donc, Énorme pression. et donc, moi, à l'époque, il se trouve que je, je prenais tous les jours des cours de danse de 9 heures du matin jusqu'à 13 heures parce que je voulais que sur scène, je voulais envoyer du lourd, quoi. Sur scène, je voulais être présent, je voulais que mon corps il soit au taquet et je voulais aller chercher les gens et enfin donner de l'énergie avec, pour moi, quelque chose de corporel plutôt que juste de magique. Et donc, j'ai vachement sympathisé avec le prof qui était chorégraphe. Et puis, j'ai commencé à bosser avec une fille qui était avec moi en cours. Et j'ai monté un spectacle avec elle, avec des chorégraphies, avec de la danse. J'ai fait faire une grande illusion par Spontus à l'époque, qui m'a fait ça en 2-2, et qui me permettait de faire plusieurs effets dans le spectacle avec la même technique, comment dire, le même matériel, mais qui était utilisé de façon différente. Et pour lier tout ça, j'ai parlé et j'ai utilisé des citations d'Oscar Wilde. Donc Oscar Wilde, c'est un écrivain anglais, début du XXe siècle, qui a écrit Le Portrait de Dorian Gray et qui écrit plein, plein, plein de citations qui étaient très choquantes à l'époque, mais qui sont très drôles. Et donc moi, j'ai essayé de créer un lien dans mon spectacle entre tous les tableaux en annonçant chaque tableau par une citation d'Oscar Wilde. Et donc, je parlais de littérature, de journalisme, de... euh, qu'est-ce que je disais d'autre? Je sais pas, d'enfance, de plein de thèmes très forts que je trouvais très bien exprimés par lui. Ouais. Et donc, j'ai créé ce spectacle voilà, en étant à l'intersection de trois choses, la magie, la littérature et la danse. Donc, effectivement, par rapport à ce qui était proposé à l'époque et ce qui est toujours proposé par les magiciens, c'est pas commun, on va dire. C'est pas commun de prendre trois entités artistiques et d'essayer de les faire fusionner dans quelque chose qui, Ouais, euh, bien sûr. qui a un sens. Donc voilà ce que j'avais en tête à l'époque. Je l'ai quand même joué 5 ans au Trévise, principalement les samedis. On allait ouvert quelques fois la semaine, mardi, mercredi dans la semaine. Et après, j'ai fait des tournées dans plein de théâtres divers et variés dans toute la France, des grandes salles, des petites salles. Et j'ai fini par le faire à Bobino, où moi j'avais loué la salle de Bobino, qui est une salle de 950 places. Et j'ai fait la promo de ce spectacle-là, c'était en 2010. Et c'est la dernière fois que je l'ai fait. J'ai rempli la salle et après, je suis passé complètement à autre chose. Alors, Dont on va parler si tu veux après. ouais, bien sûr, évidemment. Moi, il y a quelque chose qui me parle dans ce que tu me dis. Visiblement, de ce qui est sous-entendu, c'est l'importance de la littérature. Comme on peut le voir Ouais. derrière toi, il y a plein de bouquins. Je suppose que c'est pas nécessairement que de la littérature de Oscar Non, il y a Wilde. beaucoup de magie. Non, Doit il y y a avoir- beaucoup de magie. Il y a beaucoup de magie. Oui, vas-y. il doit y- Psychologie, C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il doit y avoir beaucoup de choses, puisque comme tu fais des conférences et sur ça ces va jusqu'au thèmes-là. plafond. Alors, moi, j'ai envie de te demander à quel point et pourquoi c'est important la littérature de manière générale et peut-être plus spécifiquement la littérature dans la magie. Alors, la littérature en général. Euh, Moi, je pars du principe que Oscar Wilde, il a vécu en France, hein. Il est mort en France d'ailleurs. Il a vécu en France à la fin de sa vie. Pour moi, on a un pays de littéraire. La littérature, enfin, l'écriture, c'est une façon
que les hommes ont toujours choisi pour explorer l'imagination et exprimer leur sensibilité. On a la chance en France d'avoir de grands écrivains. Et pour moi, la magie, il faut qu'elle se nourrisse. La magie, toute seule, c'est juste une technique. La magie qui ne s'appuie pas sur un fond, sur une histoire, sur une émotion, sur ce que tu veux, elle est un peu vide. Elle est même très, très vide. Et donc, moi, je me suis appuyé là-dessus parce que, d'une part, j'aimais bien ce qu'avait écrit Oscar Wilde et je trouvais ça beau. Et ça m'avait vachement, moi, à l'époque, quand j'avais 17-18 ans, quand j'avais lu ça, ça m'avait vachement marqué. Donc, moi, j'ai voulu partager ça avec mon public et faire découvrir peut-être une sensibilité qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, oui, la littérature, pour moi, c'est une façon de humblement t'inspirer de gens qui pensent mieux que toi ou qui expriment mieux que toi certaines choses que tu n'arrives pas à exprimer. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que la littérature, c'est intéressant. Et puis, c'est intéressant voilà, comme source de création, d'imagination, d'idées, tout simplement. Hein. Oui, Lire, tu lis du Victor Hugo, tu lis du Oscar Wilde, tu lis qui tu veux, de grands écrivains français, même contemporains. Tu vois, il y a un contemporain qui s'appelle Frédéric Becbédé. Becbédé, c'est un mec qui a une grande gueule, qui a écrit des bouquins sur le milieu de la pub. Et c'est un mec qui est extrêmement drôle. Et moi, il y a des effets de close-up que j'ai commencé par une citation de Becbédé. Parce que le mec, il est, voilà, moi, je le trouve intéressant, je le trouve stylé dans sa façon de s'exprimer. Et donc, je vais m'inspirer de ça parce que je trouve ça digne d'intérêt artistique. Il y a une notion d'humilité dans ce que tu dis aussi, dans le fait de dire qu'il y a des gens qui ont mieux réussi à exprimer certaines choses Ouais. que toi ou que tout le monde d'ailleurs. J'ai vraiment le même point de vue que toi là-dessus, c'est sur le fait qu'on puisse réellement réussir à s'appuyer sur des auteurs, si tant est qu'on prenne la peine d'aller les chercher, d'aller les lire et d'aller à leur rencontre, évidemment de trouver l'auteur ou les quelques auteurs qui vont nous parler particulièrement à nous. Et si maintenant on resserre ce sujet-là, la littérature au sein même de la magie, aujourd'hui, alors qu'on est dans une phase de la magie qui est de plus en plus digitalisée, Ouais. pour toi, pourquoi c'est important, si c'est important, de continuer à lire de la littérature magique, mais en même temps, peut-être de réussir à s'adapter comme toi, tu l'as fait, pour faire des shows en ligne, sans forcément s'inscrire sur les réseaux sociaux. On a déjà eu cette discussion. Mais voilà, je t'invite à en parler un petit peu de ça, si tu... Alors, littérature magique, alors à plein d'égards, oui. Alors, moi, évidemment, j'ai commencé la magie en 84. Donc, à l'époque, il n'y avait ni Internet et les vidéos étaient très difficiles d'accès. Déjà, on n'avait pas tous des magnétoscopes. Fallait acheter des VHS. À l'époque, une VHS à l'Académie de magie, ça coûtait, je vais perdre un dinosaure, ça coûtait 600 balles, 600 francs. Mais c'était une somme exorbitante. Ça faisait 100 euros il y a presque 30 ans. Et acheter une cassette de magie de Michael Amar 100 euros il y a 30 ans, c'était inaccessible, inaccessible. Donc, moi, j'ai eu accès à la magie par très peu de vidéos parce qu'on n'avait pas il n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de show de magie autant qu'on a pu en voir dans les années 90 à la télé. Donc, moi, je me suis acheté des bouquins. Donc, j'ai appris la magie au début dans des bouquins. J'ai appris la magie des cartes avec des bouquins. Après, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès à des bouquins en anglais quand j'étais assez jeune. Ça m'a forcé à bosser mon anglais de façon un peu forcenée. Donc, j'ai acheté des bouquins de Richard Kaufman qu'on trouve encore. Hein. Richard Kaufman, c'est un des plus grands éditeurs de livres américains qui a publié les plus grands cartomanes, les plus grands piésomanes, les plus grands théoriciens de la magie, dont Gary Kurtz et bien d'autres. Et donc, moi, j'ai appris dans les bouquins de magie de Kaufman. J'ai eu quelques vidéos de Dominique Duvivier à une époque dans les années 90, mais pour moi, l'enseignement principal que j'ai eu de la magie, c'est les bouquins. Ouais. Les bouquins, et après, il y avait quand même des spectacles de magie qui étaient diffusés à la télé. Avant les émissions de Gilles Arthur, on voyait des grands galas de magie qui avaient lieu dans le monde entier, bon, à Monaco notamment, parfois à Vienne. Et donc moi, j'ai commencé à enregistrer tous les spectacles de magie que je pouvais. Je regardais les mecs faire, il n'y a pas d'explication. Mais d'après ce que je pouvais trouver dans les bouquins, j'essayais de reconstruire ce que les mecs faisaient. Et ça m'a apporté, si tu veux, une, une réflexion, j'ai envie de te dire, qui était forcée d'être en profondeur parce que j'étais obligé de réfléchir d'abord en lisant, après en observant, sans les explications. Donc j'ai dû
J'ai dû apprendre en réfléchissant vraiment. Euh, Aujourd'hui, on apprend plus vite parce qu'on a les explications tout de suite, parce qu'on a accès à énormément de choses, mais je ne sais pas si la puissance de la réflexion est la même aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années. L'autre chose que moi je trouve hyper importante par rapport à la littérature magique, entre guillemets, attends, je vais le chercher, mais c'est de s'appuyer sur les mecs qui pensent la magie. On a la chance en France aussi d'avoir il y a des éditeurs comme France Réjas, il y a aussi Magic Dream qui édite des bouquins de théoriciens de la magie. Donc, moi, il y a un truc, je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais attends, je vais te sortir la collection là. Bah, c'est sûr, pour compléter ce que tu dis en même temps que tu cherches tes livres, c'est que est-ce que ça contribue à la réflexion? Disons que la magie, c'est un art qui s'apprend lentement, qui prend son temps, qui il y a besoin de réellement digérer les choses et de les comprendre. Bah, c'est sûr que la C'est un art vidéo complexe. accélère le tout. Ouais. En fait, tu accélères avec la vidéo, tu accélères le timing, tu accélères comment on va rythmer une manipulation ou comment on va rythmer une séquence d'effets. Tu accélères la position des mains ou la position des cartes parce que tu le vois tout de suite. Mais est-ce que ça t'apprend à réfléchir ta magie et à comprendre comment elle fonctionne et pourquoi elle fonctionne? Donc moi, j'ai eu la chance de lire, attends, dans l'ordre. Il y a le premier ouvrage qui pour moi est incontournable. En fait, je dis à des magiciens, et ils se foutent de ma gueule, mais je suis vraiment sincère quand je leur dis, si tu n'as pas lu ces 3 bouquins, avoir une conversation avec toi, ça va être difficile et je vais m'ennuyer et je vais rien pouvoir t'apprendre. Et j'ai dit ça à un pote qui est parti aux US qui s'appelle Baptiste, qui s'appelle Titou, et qui maintenant a une grosse chaîne là-bas. Lui, il bosse là-bas. Mais je lui avais dit à l'époque, je lui ai dit, écoute, si tu lis pas ces 3 ou 4 bouquins, franchement, ça va être compliqué. On va pas être au même niveau. Et puis moi, en fait, je vais essayer d'apprendre des choses qui me paraissent tellement évidentes et tellement basiques que tu vas apprendre en 2 semaines avec un bouquin, que je préférais que tu lises le bouquin et qu'on se revoie dans 3 semaines que je t'apprenne la magie comme moi je la conçois sans que tu aies lu le bouquin. Bref, les 5 points magiques de Tamaris. On le trouve maintenant en français chez Édition Georges Proust. Je ne l'ai pas en français malheureusement, mais dans ce bouquin-là, il explique énormément de choses, notamment sur le placement des pieds, Ouais. sur les regards, comment regarder les gens quand tu travailles, comment regarder les gens quand tu es sur scène, quand tu es en close-up. Et il y a toute une partie aussi sur les charges. Et c'est très rare qu'on voit. Il explique les angles, par exemple, les positions du corps, comment bien placer ton corps pour pas qu'on voit ta main en train d'aller chercher des objets sur toi. Je me rappelle que toi, tu m'avais dit à l'interview de la dernière fois que pour ta routine de manipulation de cartes, tu te Ouais, servais exactement de ça et que tu avais ouais, douillé un nombre de magiciens fous avec ça. ouais. En fait, tout mon numéro de manip de carte, toutes les charges, elles sont basées là-dessus, sur ces 2 pages. Et je me targue de faire des charges qui sont quand même relativement invisibles pour avoir niqué bon nombre de bons magiciens, des stones, etc., qui m'ont dit putain, j'ai pas vu quand t'as pris ça, j'ai pas vu quand t'as fait ça. Ah, mais Coco, c'est parce que c'est là-dedans, quoi. C'est là-dedans. J'utilise une psychologie de la charge. Et je l'ai bossé. C'est pas venu comme ça, Évidemment. elle est travaillée, quoi. Donc il y a ça, il y a le chemin magique de Tamaris, Pareil, hein. Tous les où liens des livres qu'il est en train d'expliquer sont en description, les amis, hein. il t'explique comment il faut construire un effet pour que les gens, au début, tu les amènes dans plusieurs directions où potentiellement ils peuvent dire ah, ça marche peut-être comme ça, ah, ça marche peut-être comme ça. Et au fur et à mesure, tu enlèves ces solutions de leur tête. C'est la théorie des fausses solutions. Hmm. Et à la fin, tu leur as tellement amené de fausses solutions, ils ont tellement, comment dire, essayé plusieurs fois de comprendre qu'ils lâchent prise et qu'ils se laissent aller dans les faits. Et je trouve que c'est une très très belle façon de concevoir l'effet magique. Donc il y a ça. Donc là, tu as la Pour moi, c'est les réédition, hein. deux. Tu as la Ouais, réédition, c'est la tu réédition, ouais. as le Ouais, nouveau chemin magique et il y a le chemin magique. Si vous voulez, la ouais. dernière édition, c'est le nouveau chemin magique. Et ça, c'est chez Georges Proust, donc Académie de magie à Paris. Et après, alors je vais commencer par les moins ardus. Ils sont quand même ardus. Il y a, donc là, c'est un putain de pavé. Je sais pas, il doit faire Strong Magic. Strong Magic. Je sais pas, ça fait 450 pages, voilà.
Alors, attends. Euh, En plus, moi, je l'ai lu en anglais. Ah, T'imagines les la… moyens. Bah voilà. Strong Magic. Voilà. T'imagines la tannée, quoi. Ça, c'est ouais. Voilà. Pas un tour, 400 pages. C'est bon? Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est un vrai génie de l'effet magique. C'est Darwin Ortiz. Et pour moi, il expliquait exactement comment structurer un effet de magie sur scène, en close-up, où tu veux, mais pour que l'effet et la façon dont tu le présentes soient quelque chose qui soit intéressant, qui divertisse vraiment les gens au maximum et qui en plus soit complètement magique à la fin. Donc ça, c'est le Génial, ton premier magique. tome de ce qu'il a. Ah, mais c'est vraiment, moi, c'est un bouquin qui m'a retourné le cerveau et en fait, je me sers en permanence de ce qu'il y a dans ce bouquin. Il y a plein de techniques que j'utilise sur la surprise, sur le suspense, sur les, euh, ce qu'il appelle les convinceurs en magie, comment tu rends un effet plus fort, comment tu arrives à amener les gens dans un effet, à les intéresser à ce que tu fais. Enfin, pour moi, c'est incontournable. Après, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, bah, tu as, voilà, c'est celui-là que tu as en français, qui s'appelle Designing Miracles, mais en fait, en français, traduit Concevoir des par Yves miracles. Doumergue, Concevoir des miracles, où là, il va encore plus loin dans la façon dont on construit un effet. Ça, Comment tu c'est construis un effet pour qu'il soit vraiment magique. Et ça, pour vraiment moi, très, très c'est… bien. et il parle de grandes illusions, de magie de salon, de… Enfin, bon, n'importe quel effet de magie, soit une disparition à l'empalmage, ou les foulards du XXe siècle, ou même un effet avec des fleurs en plumes, si tu veux, on peut le rendre plus fort si on utilise des principes. Et pour moi, voilà, avec ces deux bouquins-là, et les ceux de Tamais, on va vraiment très très loin. Et pour ceux qui ont vraiment envie d'en bouffer, tu as celui-ci, Magic by Misdirection, de Dariel Fitsky. Celui-là, je l'ai Donc pas. très très peu connu, très peu connu. C'est un bouquin qui était recommandé par Tommy Wonder, magicien qui était hollandais et qui, à la fin d'une conférence, en parlait. Moi, je l'ai acheté, j'avais quoi, 14-15 ans. Je l'ai lu et c'est un bouquin qui m'a vraiment fait réfléchir à la présentation de la magie. Comment tu présentes tes effets. C'est écrit dans un anglais. Ça serait intéressant d'ailleurs de le traduire en français, ce bouquin. Personne ne l'a traduit. Et je me dis que lui, il explique dans ce bouquin, il a répertorié toutes les méthodes de misdirection. Toutes. Toutes celles qui existaient sur tous les effets du mentalisme à la grande illusion. D'accord. Il est Et donc, si trouvable, tu ce livre? veux faire… Ah, je pense, ouais. Ouais, ouais, même sur Amazon ou… ouais, tu le trouves. Hein. D'accord. Et il a écrit un autre qui est vachement bien aussi, qui est… En fait, Tommy Wonder recommandait ces trois bouquins-là. Donc, il recommandait celui-ci, Magic by Misdirection. Il recommandait Showmanship for Magicians, c'est-à-dire comment tu rends ta magie plus intéressante et comment tu rends ta magie plus spectaculaire. Ouais. Et Magic and Showmanship, donc pareil. Pour moi, c'est des bouquins sur la présentation de la magie. Et pourquoi c'est important? Et donc moi, c'est une théorie, enfin c'est une théorie que j'ai. C'est pas une théorie, c'est une conviction que j'ai de me dire que Robert Houdin disait déjà, un magicien, c'est un acteur qui joue le rôle d'un magicien. C'est un comédien qui joue le rôle d'un magicien. Donc tu joues un rôle. Mais pour jouer un rôle et pour faire croire à ce que tu fais, tu utilises des techniques de comédien, d'acteur, de théâtre. Ensuite, quand tu es sur scène et quand tu es devant des gens, il faut que ton corps, tu puisses le maîtriser. Il faut que ton corps il puisse exprimer quelque chose. Il faut que ton corps il puisse se déplacer. Et pas, de préférence, pas comme pas n'importe comment. Donc pour moi, c'est la magie sur scène, notamment, et même en close-up. Hein. C'est comment tu arrives à maîtriser ton corps. Et pour moi, la danse t'apprend à faire ça. Je ne dis pas que les magiciens doivent devenir danseurs étoiles, mais savoir avoir une connaissance de ton corps un minimum. Jeff McBride m'avait dit soit par un art martial, soit par le mime, soit par la danse, mais en tout cas, il faut que tu aies une connaissance de ton corps. Et troisième chose, c'est le rythme. Et le rythme, euh, tu vois sur scène, il y a des gens qui savent faire des mouvements lents, il y a des gens qui savent faire des manipulations de cartes qui ne sont pas forcément des mitrailleuses, mais où tu as le temps de comprendre l'effet et de recevoir de l'effet. Après, tu peux faire des mouvements rapides aussi parce que ça va avoir un impact en termes de perception de l'impossibilité parce que c'est tellement rapide, il y a tellement de cartes qui apparaissent ou tellement d'objets qui apparaissent que bah, tu es saisi par quelque chose qui est rythmiquement intéressant. Mm. Et donc, la science du rythme, pour moi, c'est connaître la musicalité des choses.
Donc là, je t'ai parlé de quoi? De théâtre, de danse et de musique. Et pour moi, la magie qui sera bonne, c'est une magie qui aura été s'inspirer des arts majeurs. On appelle ça des arts majeurs. Tu as le théâtre, la danse, le chant et la musique. Ce sont les trois arts majeurs qui sont enseignés à la fac, enseignés dans des conservatoires. Pourquoi? Parce que c'est des arts majeurs, quoi. La magie, sous la forme qu'elle a actuellement, n'est pas encore un art majeur. Parce qu'elle n'a pas encore, pour moi, assez intégré de choses des arts majeurs pour devenir elle-même un art majeur. Je m'explique. Il y a plein de gens qui se demandent pourquoi Copperfield, c'est toujours un des meilleurs, si ce n'est le meilleur magicien du monde. À la base, Copperfield, il voulait être chanteur. Il ne voulait pas être magicien. Donc, il a fait une école d'art dramatique à New York où il a appris la danse, le théâtre et le chant. Et quand il a monté sa première comédie musicale de magie quand il avait 18 ans, il chantait, il dansait et il jouait la comédie. Et donc, quand il a commencé à greffer de la magie là-dessus, comme c'était quelqu'un qui était déjà bon en danse, théâtre et chant, sa magie, dès le départ, elle était extrêmement spectaculaire, extrêmement puissante, extrêmement scénarisée, extrêmement incarnée. Et elle avait une rythmicité de la comédie musicale que aucun autre magicien n'avait réussi pour moi, à packager avant. Et c'est pour ça que ça reste aussi un des meilleurs magiciens. C'est un très bon acteur. C'est un mec qui sait jouer la comédie. C'est un mec qui sait dire un texte avec conviction, c'est un mec qui sait rire de lui, c'est un mec qui sait dire des blagues. En fait, les magiciens, pour moi, ils ne se rendent pas compte que la magie, et comme l'a dit Robert Houdin 200 ans avant nous, la magie, c'est une technique. Savoir présenter la magie, c'est un art. Mais la magie, intrinsèquement en tant que telle, moi, si je te montre un saut de coupe, un empalmage ou un back and front, c'est une technique. Par contre, le faire avec ton corps sur de la musique en rythme pour que la carte elle apparaisse sur un accent musical, par exemple, pour que les gens ils se prennent l'effet en pleine gueule et que ce soit encore plus fort, ça devient un art. Mais parce que j'utilise mon corps, la musique et le rythme pour amplifier l'effet. Donc la magie, c'est une technique. Présenter la magie, savoir présenter la magie, ça devient un art. Et pour ça, pour moi, tu verras tous les magiciens qui cassent un peu la baraque, soit c'est des mecs qui ont ça en eux, qui ont la rythmicité en eux, ou qui sont des bons musiciens, et ça arrive, ou alors c'est des gens qui ont fait de la comédie, qui ont fait du théâtre, qui ont fait de la danse ou qui ont fait du chant. Mais pour moi, il n'y a pas de grands ou de bons magiciens qui n'ont pas au moins été cherchés dans d'autres formes d'art pour pouvoir améliorer leur magie. Tu prends les Fred Capps. Gaëtan Bloom. Gaëtan Bloom, c'est un comédien. Gaëtan Bloom, c'est un mec qui a joué dans des films. Gaëtan Bloom, il a une formation de comédien. Éric Antoine, c'est un mec qui, avant de faire de la magie, il a fait une école d'art dramatique. Il a fait l'école Jacques Lecoq à Paris, une école qui est extrêmement rigoureuse, extrêmement dure pour créer des personnages, pour incarner son corps et pour surtout, projeter au niveau du corps et de la voix. Éric, c'est un putain de comédien. C'est un mec qui a une palette au niveau du jeu qui est extrêmement large. Et donc, ça en fait de lui un magicien charismatique. Mais parce qu'il n'y a pas que la magie. Parce que derrière la magie, il y a un ensemble de choses. Les Duvivier, c'est pareil. Dominique, c'est un mec qui est dingue de comédie. C'est un mec qui s'inspire de grands acteurs français. C'est un mec qui a étudié l'humour. C'est un mec qui a étudié le rythme. Alexandra, elle est dingue de comédie musicale, de danse, de plein de choses. Et c'est des gens qui intègrent dans leur magie un nombre incalculable d'autres formes artistiques. Est-ce que ça veut dire que, si j'en suis ton discours, que je trouve passionnant, sincèrement, est-ce que ça voudrait dire que la magie ne se suffit pas à elle-même? Bien sûr que non. Tu veux un exemple? Regarde. Le cirque est une discipline de plusieurs centaines d'années, voire des milliers d'années, peut-être des centaines d'années. On va dire que ça a commencé peut-être, je ne suis pas un pro de l'histoire du cirque, mais ça a dû commencer aux États-Unis avec Barnum, peut-être au 19e siècle, peut-être au 18e. Le cirque a subi une révolution dans les années 70-80 avec le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, ils se sont dit, on arrête les animaux, on arrête Monsieur Loyal,
on arrête les clowns qui font juste des conneries à se foutre des baffes et à prendre des tartes à la crème dans la gueule. Et on va faire quoi? On va écrire un scénario, on va éclairer ça comme une comédie musicale ou comme un grand spectacle d'opéra. On va mettre en scène tous les différents acteurs pour que ça forme un tout. Il y aura un thème au spectacle, ce ne sera pas juste une suite de numéros, mais il y aura un thème. Et les mecs, ils ont révolutionné le cirque parce qu'ils se sont dit, le cirque ne se suffit plus à lui-même. Les gens ne vont plus au cirque, les gens ne viennent plus voir de numéros comme ça, à part à Monaco, où il y avait le festival du cirque et qui était plébiscité par des gens qui aimaient la discipline artistique du cirque. Mais eux, ils se sont dit, bah, comme tu viens de me le dire, le cirque ne se suffit plus à lui-même. Et de nos jours, pour moi, on est face à des gens qui consomment beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, qui voient en permanence des vidéos, des spectacles, des stars, des trucs hyper drôles. Les gens sont nourris. Pour moi, les gens sont tellement nourris de choses qui sont extraordinaires que si ta magie, soit techniquement, elle est tellement puissante qu'elle va niquer la tête de tout le monde, et tant mieux pour toi, soit c'est pas le cas, et auquel cas, tu as intérêt, pour moi, à trouver un angle de présentation ou d'attaque qui aura pour moi une prétention artistique qui va capter l'attention des gens. Parce qu'il faut capter l'attention des gens. Et tu ne peux pas la capter si tu penses simplement que faire disparaître un truc, c'est cool. Ouais, ça peut marcher, mais c'est pas ça qui va faire rester les gens avec toi. Il n'y a pas une émotion magique à proprement parler, quoi. Si, alors il peut y en avoir. Enfin, tu vois. Enfin, je sais pas, mais tu vois, par exemple, quand je vois juste un effet, je te rejoins à 200%. Quand je vois un effet magique, juste un effet magique, je suis impressionné. Mais j'ai pas une émotion magique. Euh, Quand je vois Ouais, un effet de magie bien présenté avec un vrai fond, que ce soit la littérature, que ce soit autre chose, j'ai une émotion magique. L'émotion magique, elle reste en fait. Le phénomène d'être impressionné, ça a une seconde. c'est ça, oui. Tu as la sensation de la surprise. Tu fais, oh, ok, c'est cool, tu vois un truc qui te perturbe parce que tu ne le comprends pas. Mais après, pour moi, si tu veux, ça, c'est important de le faire aussi. Enfin, il faut montrer aux gens que en magie, tu sais faire apparaître et disparaître des trucs, Bien transformer. sûr. Pour moi, il faut que l'impact de l'effet il soit là et que ta technique elle soit bonne. Maintenant, une fois que tu as ça, ça va durer quelques minutes. Mais après, si tu veux garder les gens plus longtemps, il va falloir raconter des histoires, il va falloir créer un univers, il va falloir amener du contenu, des choses qui vont stimuler les gens dans leur réflexion ou les amener, comme quand tu vas au cinéma, quand tu vas voir un film, tu rentres dans un univers, dans une vision des choses, une vision du monde, dans une histoire avec des personnages qui ont des choses à dire, des choses à défendre, des défauts, des choses comme ça. Et, euh, et donc, oui, Ben euh, l'émotion magique, elle va venir de ça. Elle va ça venir de c'est la clair. construction que tu vas amener autour de ton effet. Ça, c'est sûr. Bon, de toute façon, si tu regardes cette vidéo et que tu veux commencer la magie, la technique est la base de tout. Bien sûr. Hein. La technique est la base de tout. Ce dont on parle là, c'est que il faut apprendre la technique et la maîtriser pour la transcender derrière et pour pouvoir l'incarner derrière. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Sur l'interview que j'avais faite avec Bébel, pour que vous ayez un point de repère pour savoir quand est-ce que vous maîtrisez une technique. Il disait, mais quand est-ce qu'on maîtrise une technique? On maîtrise une technique quand elle devient agréable à faire, quand il pense plus, quand ça devient vraiment chouette pour toi de la faire. Et bien à ce compte-là, tu peux commencer à transcender la magie et pouvoir t'intéresser à comment est-ce que tu vas pouvoir... Enfin, tu peux t'intéresser à comment tu veux l'incarner avant, mais c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir vraiment aller dans la pratique de cette incarnation, je trouve. Alors, il y a des gens qui arrivent assez rapidement. Tu as des gens qui ont déjà à la base une forte personnalité parce que c'est des gens qui ont peut-être euh, lu des choses avant ou regardé beaucoup de vidéos avant. On est obligé de lire, hein, on s'en fout. La lecture, ça peut marcher, mais il y a des gens qui apprennent beaucoup en regardant et je dis pas il faut aller tout chercher dans les bouquins. Bon, Hmm. moi, c'est ce que je fais, mais voilà, il y a des gens qui apprennent des choses hyper rapidement et qui le font bien sans la lecture. Donc, il y a des gens, bref, qui ont un univers aussi intérieur qui est peut-être riche déjà à la base. Ils font de la magie, ils amènent leur univers dans leur magie, et là, ils ont un impact. Tu vois, je pense, comment il s'appelle c'est Julius, il s'appelle le mec qui fait des centaines de milliers de vues avec ses vidéos. Ah, Julius Dean. Ouais, le Ouais. mec, il a une personnalité, il a une personnalité. C'est pas un mec transparent. C'est un mec il a une certaine forme d'énergie. Alors oui, c'est pas un grand technicien, mais après, on s'en fout, quoi. Le mec, il est capable de choper l'attention des gens.
Et si tu chopes l'attention des gens, c'est que tu as forcément quelque chose en plus que les autres. Soit de l'énergie, soit du caractère, soit de la répartie, soit un univers. Mais à un moment donné, s'il n'y a rien avec ta magie, ça va être compliqué de faire la différence et de bosser déjà. Et après, d'avoir des clients qui sont fidèles à toi parce que tu leur apportes quelque chose en plus. Euh, Ou alors, tu as un technicien de ouf et tu fais une technique qui est tellement belle que c'est comme un musicien qui est un virtuose à la guitare électrique ou au piano. Le mec, c'est tellement un virtuose que même si c'est une tête de cul ou même si c'est un connard, euh, il va quand même bosser parce que sa technique, elle est au-delà de la norme. Donc, hmm. je dis pas que la technique en tant que telle, en magie, elle sert à rien ou c'est pas bon. Mais si tu as de la technique et tu que ça, tu as intérêt à être, Ouais, c'est tu ça en vois, fait. parce que Ça. sinon, les gens, ils vont pas vouloir te regarder trop longtemps, quoi. Euh, Donc, il faut les deux. Pour moi, bah, il faut une base technique. ça, Euh, c'est certain. il faut une base technique. Copperfield, on croit qu'il fait que des grandes illusions. On a YouTube, vous avez YouTube. Tapez David Copperfield 1978-1979. Donc, c'était il y a 40 ans. Et le mec, tu vas le voir faire des manips de cartes. Tu vas leur faire la canne dansante. Tu vas leur faire des routines de magie de salon. Le mec, en magie, du close-up jusqu'à le flying, par exemple, il maîtrise tout. Mais c'est un mec qui a bossé sa technique comme un acharné. C'est un technicien, Copperfield. C'est un vrai magicien technicien. Il sait tout faire. On croit qu'il fait juste des gros trucs qui coûtent la peau des couilles. Non, non, non. Va regarder ce qu'il faisait quand il avait 20 piges. Et Hmm. déjà, tu te diras, ah ouais, si je faisais ça quand j'avais 20 piges, Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que je suis en train de me saigner les doigts en ce moment sur. Enfin, je suis en train de me saigner la tête sur un truc et je suis en train de me saigner les doigts sur autre chose. Je suis en train de me saigner les doigts là-dessus. Ed c'est quoi? Marlowe, Je vois pas. Revolutionary Card Technique, Ah oui, oui, oui. qui te pète les doigts si tu l'as pas encore lu et que. Alors, n'achète pas ça si tu n'es pas encore à l'aise avec les bases de la technique. Ça servira à rien. Mais si tu as envie de te faire mal, il y a ça. Mais il faut aussi se dire que la littérature, comme l'a dit Laurent, je suis très pour. Mais il n'y a pas que des gros bouquins qui comme ça, d'accord? Il existe aussi des bouquins qui font cette taille-là, qui sont vraiment super. Ça, c'est Quintessence de Juan Pablo Ibanez, qui est sorti dernièrement chez CC Éditions, qui est vraiment très bien. Et ça, c'est des bouquins qui sont géniaux, vraiment. Donc, ne te dis pas que c'est forcément inaccessible la littérature, d'accord? Euh, Au sens, ça, c'est un peu particulier cette question parce que souvent, on me donne, une fois que je la pose, on me donne une raison concrète il s'est passé ça et du coup, j'ai fait ça. Moi, j'ai envie de savoir, presque pas philosophiquement, mais pourquoi est-ce que tu fais de la magie? Au-delà du fait que peut-être que quand tu étais jeune, tu as reçu une boîte de magie, tu vois, et puis du coup, tu as commencé comme ça. Tu vois, je sais que moi, par exemple, j'ai commencé la magie parce que j'avais un besoin de représentation et un besoin d'attention à combler. Et D'accord. j'ai commencé comme ça, la magie. Ok. Ouais, Après ouais. ça se dépasse. Mais voilà, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi est-ce que tu fais de la magie aujourd'hui. Écoute, assez simplement, donc, moi, je pense que ça vient des émissions que j'ai regardées à la télé quand j'avais 9-10 ans et j'ai vu des grands numéros de magie à la télé. J'ai vu un mec qui s'appelle Sylvan, un magicien italien, qui était tout seul sur scène. Il faisait un numéro, bon, grand spectacle, mais dans ce grand spectacle-là, il y avait un intermède complet avec que des manipulations avec des balles. Balles Excelsior, disparition de balles. Il est très technique. Bon, c'est complètement une autre école, hein, mais moi, j'étais fasciné de voir le travail de ses mains. Après, ce qu'il faisait en cartes, pareil, ça m'a complètement halluciné. Makatendo, j'ai vu aussi le magicien japonais qui a lancé, pour moi, toute la gamme des virtuoses coréens et japonais, mais c'est le premier qui a fait vraiment des choses extraordinaires avec les cartes. Richard Ross, qui a gagné 2 fois la FISM, magicien hollandais qui était un manipulateur extraordinaire. Et moi, j'ai beaucoup appris en le regardant bosser, notamment sur la misdirection. C'est un mec qui faisait des misdirections et des charges qui étaient complètement hallucinantes. J'ai vu aussi Pierre Brama, pareil, français, magicien français, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui a gagné aussi 2 fois la FISM, donc 2 fois champion du monde, Rien que et ça. qui avait un numéro absolument extraordinaire de bijoux, de manipulation de pièces. C'était un virtuose, c'était un génie, ce mec. Donc moi, j'ai vu tous ces numéros-là, et moi, j'étais fasciné par le travail des mains et par le fait que c'était beau, en fait. Je sais pas pourquoi je trouvais ça beau. Enfin, j'étais
j'étais hypnotisé par ça, quoi. Donc moi, c'est venu de là, c'est venu dans dans la volonté de pouvoir reproduire ce que je trouvais beau et ce qui me fascinait. Et donc oui, après j'ai eu un coffret de magie dans lequel j'ai commencé à m'amuser avec des petites cartes biseautées, des machins, des conneries de Garcimore et de Majax. Mais très rapidement, quand j'avais 11-12 ans, je crois que c'était même 10 ans, euh, j'ai chopé un bouquin de manipulation de cartes sur les fioritures avec les cartes. Et là, je me suis entraîné, mais comme un salopard, 5-6 heures par jour. Je m'enfermais dans ma piole et je prenais un jeu de cartes et je lisais voilà, comment manipuler les cartes, comment faire des éventails, comment faire des étalages sur le bras, des accordéons, des machins. J'étais fasciné par ça. Et après, ben, dès que j'ai pu. En fait, j'ai commencé ma. J'ai eu un prof aussi qui m'a pris sous son aile quand j'avais 11 ans et qui m'a dit apprends d'abord la manipulation avec les cartes, en close-up et sur scène, ce que tu veux, mais bosse ta manip de cartes. Il m'a dit après, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras faire des pièces, des balles, mais si tu fais de la manip de cartes en close-up et de la manip de cartes en scène, c'est tellement compliqué, ça demande tellement de comment dire, de patience et de persévérance. Je me dis qu'une fois que tu auras passé le cap et que tu auras maîtrisé quelques fioritures au bout d'un an, je te garantis que quand tu vas prendre des balles, des pièces et le reste, tu auras acquis une aisance suffisante pour ne pas être dégoûté par les autres objets. Et je pense qu'il avait eu raison. Il a eu raison de me faire bosser ma technique de carte en premier. Je ne me suis pas dispersé sur le jeu. J'ai fait vraiment que de la cartomagie et de scène au début. Et, euh, et c'est ce qui m'a, je pense, c'est ce qui m'a vraiment donné le goût à ça. Avec Donc l'ambition pourquoi dès le j'ai fait début de ça? vouloir Ouais. devenir professionnel, déjà? Non, 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 non. Ok. Non, pas du tout. Non, je sais pas, non. Moi, au début, moi, je voulais juste pouvoir refaire ce que les mecs faisaient à la télé parce que je trouvais ça cool, quoi. Je comprends. Tu vois? Et le faire, je sais pas, ouais, c'était, tu sais, quand t'es gamin, t'as envie on apprend, enfin, quand t'es gamin, que t'es 10 ans ou même avant, t'apprends en imitant. Donc moi, j'ai imité les Sylvain, les Macatendo, les Richard Ross, j'ai imité ces mecs-là. Et mon numéro de manipulation, au début, quand j'avais 10-12 ans, j'étais prendre des morceaux à droite à gauche de ces mecs-là, sans les faire aussi bien qu'eux, mais je les ai imités. Bon, après, j'ai eu la technique grâce au bouquin, et donc j'ai construit mon numéro comme ça. J'ai construit progressivement en ajoutant toutes les années une ou deux manips de plus, et puis au bout de 10 ans, bah, j'avais un numéro complet. Ce dont tu parles là du début, c'est vraiment la boulimie du débutant. Ouais. Bon, enfin, ça, est-ce que c'est la boulimie du débutant parce qu'on a 10 ans ou parce qu'on en a 20 ou 30? Je ne sais pas, moi j'ai le sentiment que que quand on commence quelque chose, on a ce désir de vouloir y aller à fond et d'avoir cette Alors en magie, du coup, c'est la boulimie des tours, peut-être la boulimie des techniques, c'est la boulimie d'apprendre en tout cas plein de choses. Est-ce que toi, aujourd'hui, depuis 1984, c'est ça? Mm. Donc ça fait 6 mois que Que tu j'ai fais de la... commencé. Donc ça fait 6 mois que tu fais de la magie, c'est ça? Voilà. Voilà. Est-ce que depuis 6 mois, tu as encore cette boulimie aujourd'hui de toujours apprendre, 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 apprendre? Ou est-ce que tu es plus dans une phase où tu prends un pas en arrière et tu réfléchis sur ce que tu as? Ou tu fais les deux, d'ailleurs. Bah, j'ai un peu les deux. En fait, j'ai une boulimie déjà de recherche. Bon, après, c'est mon boulot. Donc, comme c'est mon boulot, je regarde en permanence tout ce qui se fait sur tous les sites, tous les bouquins qui sortent, tous les tours qui sortent. Et, euh, et après, j'achète beaucoup de choses. Moi, j'achète encore beaucoup de bouquins. J'achète énormément de téléchargements. Euh, J'achète énormément de DVD encore parce que j'aime bien pouvoir foutre un DVD dans ma télé et regarder, et regarder un truc l'après-midi. Euh, Et donc, je suis encore boulimique dans le sens, enfin boulimique. J'achète beaucoup de choses, mais très ciblées. Tu vois, par exemple, j'achète euh, j'achète des choses qui, je sais, je pourrais faire quand je vais bosser pour une marque ou quand je vais bosser pour une soirée. Dans ma, comment dire, dans ma politique d'achat, je suis plus déjà, enfin, je fais le tri comme ça. Je dis, est-ce que ça, je trouve ça cool, parce que moi, l'effet, il me plaît, mais est-ce que si je le fais dans une soirée pour des gens qui ont payé ou pour une marque,
est-ce que je peux le transposer déjà avec un objet d'une marque ou pas? Et donc, moi, je fais le tri par rapport à ça. Ensuite, la technicité, moi, j'ai eu des périodes, et je pense que c'est bien de travailler comme ça, et je pense que c'est ce qui m'a sauvé. J'ai eu des périodes, et j'ai lu ça après dans un bouquin sur l'entraînement des sportifs de haut niveau. Le mec disait, un sportif de haut niveau ou même un virtuose, c'est quelqu'un qui choisit moins de 10 techniques, entre 5 et 7 techniques, et il les bosse comme un taré parce que peut-être qu'il a déjà une facilité avec cette technique à la base, et donc il va la pousser encore plus loin. Mais en tout cas, c'est pas plus de 5 à 7. Et moi, dans mon numéro de manip de carte, par exemple, il n'y a pas plus de 5 techniques. Il y a un empalmage Tenkai, il y a l'empalmage complet, un empalmage classique, on va dire. Il y a l'empalmage, le back palm, et après, il y a un empalmage latéral. Et un autre, peut-être un autre. On va dire qu'il n'y en a pas plus de 10. Pas plus de 10. Et chaque technique, quand je les bossais, j'en prenais 4 ou 5, et je mettais de la musique, et j'enchaînais les 4 ou 5 mêmes techniques pendant 1 heure et demie. Mais je faisais que ça. Ouais, bah oui. Et quand j'ai commencé à bosser les pièces, bon, personne ne connaît mon travail en pièces, à part David Stone, à qui je l'ai montré, et les personnes qui m'ont vu bosser en spectacle. Mais j'ai une très très bonne technique de pièces, et j'ai bossé pareil. J'ai bossé énormément par rapport à ce que faisait Gary Kurtz à l'époque. Et encore une fois, j'ai pris des routines qui me plaisaient. J'ai pris 4 ou 5 techniques avec lesquelles je sentais que j'étais à l'aise ou qui me plaisaient vraiment et qui pour moi étaient très efficaces en termes de rendu. Je mets de la musique et pendant 2-3 heures, je ne fais que ces 4 ou 5 techniques. Et je les enchaîne. Donc, comme disait Bébel, à la fin, le truc, euh, il devient plaisant. Parce qu'à la fin, j'aime bien la sensation que ça me procure quand je le fais, si tu veux. Mais avant d'arriver à ça, bah, au début, tu as une phase d'apprentissage qui est, c'est comme quand tu apprends à marcher, quoi. Tu apprends à marcher, tu te pètes la gueule, ça te fait mal, tu recommences, bah, quand tu commences à bosser des techniques de Marlowe, par exemple sur l'enlevage latéral, euh, qui pour moi est une technique qui est absolument géniale, bah, quand tu commences à le faire, bah, c'est pourri, bah, faut continuer, et après, tu as plusieurs phases, quoi. Mais pour moi, il faut d'abord apprendre une technique à fond. Tu fais que cette technique-là. Ensuite, tu en apprends une deuxième, après peut-être une troisième. Et puis après, ben, tu mets de la musique et tu enchaînes les trois jusqu'à ce que tu le fasses sans réfléchir. C'est vrai que Et moi, j'aime bien faire ça pour plein de choses. c'est vrai que cette économie des choses pour pouvoir devenir un spécialiste Ouais, est hyper importante, même si au début, bon, la boulimie sert à plein de choses, hein. bien Euh, sûr. Au début, tu es obligé, tu explores. Pardon. on notera que dans le livre dont on a parlé avant, euh, comme quoi on en revient Dans toujours à lequel? là, Strong Magic. Ouais, ouais. Là-dedans, Darwin Ortiz vous dit de ne prendre que 10 tours Ouais, c'est ça, ouais. et de ne C'est ça. faire que 10 tours et de ne faire que Ouais. ça. Et de savoir résumer ces tours en une phrase ou en deux maximum pour que vous ayez l'essence du tour et qu'après vous puissiez transcender la technique pour pouvoir apporter votre propre interprétation. Ça, c'est hyper intéressant. Essayez de faire ça parce que c'est vraiment top. Il y a un autre magicien qui est très connu, qui est mort il n'y a pas très longtemps, malheureusement, ils sont tous morts, bordel. C'est Eugene Burger. Eugene Burger, pareil, c'est un grand théoricien de la magie, c'est un philosophe de la magie. C'était un excellent, excellent close-up. Vraiment, moi, je l'ai vu bosser. Sa magie était extrêmement efficace et puissante. Et c'est un mec qui disait, un professionnel, dans son répertoire, il n'a pas plus de 20 tours. Maximum 20. 20. À moins que tu crées, comme Dominique Duvier, des spectacles tous les 2 ou 3 ans et tu renouvelles un spectacle. Mais après, je pense que Dominique, quand il bosse euh, en événement ou quand il bosse professionnellement en dehors de ses spectacles, il a ses 20 tours fétiches qu'il connaît sur le bout des doigts, qu'il peut faire les yeux fermés. Il a le texte, il connaît quand les gens vont réagir, il connaît ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont interpréter. Il sait tellement de choses que ça devient pour moi c'est une œuvre d'art parce que tu l'as fait. C'est comme un mec qui apprend à peindre, et bien il apprend à peindre des portraits d'une certaine façon. Quand tu regardes Picasso, à un moment donné, Picasso il a trouvé une technique, il a peint des séries, mais parce qu'il avait trouvé une technique précise qu'il a maîtrisée.
Et là, justement, il s'est mis à faire et à continuer là-dedans. Donc oui, pour moi, il y a un effet de répétition que je pense que les gens ne perçoivent comme une espèce de tare ou de l'ennui, mais on aime un numéro de professionnel et on aime regarder un pro travailler parce qu'on aime le voir faire ses routines classiques. Bébel, c'est un mec, tu vas le voir, il va faire des trucs qu'il fait tout le temps, il fait tout le temps les mêmes choses. Mais il les maîtrise tellement que, comme il te dit, à un moment, il se balade et il ne le sent même plus. Il ne se sent plus en train de faire de la technique. Moi, c'est ça, parce que c'est la question que j'allais te poser. Parce que je trouve que le fait que Picasso ait trouvé une technique et qu'il la fasse sur plusieurs tableaux, bon, c'est une chose, parce que à la limite, sa technique, c'est toujours la même, mais à chaque fois, il fait autre chose. Mais le magicien qui a ses 20 tours et Ouais, qui fait ces mêmes 20 tours depuis 30 ans, et qui ouais. fait toujours les mêmes et qui les connaît tellement bien, qui sait quand est-ce que ça va réagir, qui sait Mhm. si, il sait ça. Et est-ce que le danger là, c'est pas de tomber dans un automatisme, de justement arriver dans un moment où bon bah voilà, on a affaire à un robot, et surtout est-ce on n'arrive pas à cet endroit où on risque de se faire chier. Alors, imagine, tu es pianiste, concertiste, et tu apprends le concerto numéro 21 de Mozart. Tu apprends un concerto. Tu vas le jouer toute ta vie. Est-ce que tu vas te faire chier en le jouant? Non, parce que techniquement, c'est quelque chose qui te plaît. Je pense que les gens qui se font chier, c'est que justement, c'est qu'ils se font chier dans la relation qu'ils créent avec les gens et que ça les intéresse plus de créer une relation. Parce que en soi, enfin, si tu veux, moi, il y a des routines que je fais depuis 20 ans, une routine de pièces notamment que je fais depuis 20 ans, mais j'arrive encore à trouver des trucs qui font qu'elle est encore plus impressionnante et j'arrive encore à trouver des trucs euh, qui rendent l'effet encore plus fou pour les gens. Et plus je la fais, et plus je me souviens de ce que j'ai lu dans les bouquins et comment je pourrais, tiens, tiens, ce truc-là qui te disait, si je le mettais à ce moment-là dans le tour, ça pourrait le rendre encore plus fort. Et donc j'arrive, en fait, c'est ce que Norbert Ferré, il appelait ça de la broderie. Tu prends un truc et au début, tu as, juste un, comment dire, c'est comme ça avec des fringues, tu as une chemise, et puis après, tu vas rajouter un petit truc ici, un petit poinçon, ou tu vas rajouter un petit truc là pour rendre ta chemise encore plus belle, quoi. Et pour moi, c'est pareil, quand tu fais les mêmes routines depuis 15 ans ou 20 ans, soit tu t'attaches à les rendre encore plus magiques en réfléchissant encore plus ta magie, et après, tu vas t'attacher à autre chose qui est essentielle, c'est que comme ton tour, tu le maîtrises, que techniquement, tu n'y penses plus et et que tu sais que ça va marcher, pour moi, là où il faut se focaliser, c'est sur la relation que tu vas créer avec les gens et sur les émotions que tu vas leur donner. Et ce boulot-là, pour moi, il est différent à chaque fois. Ton tour, c'est toujours le même. Mais quand tu arrives à faire ton tour devant des gens que tu ne connais pas, dans un environnement qui est différent, euh, dans une soirée où il y a du bruit, où il n'y a peut-être pas de bruit, où moi, je sais pas, ma routine de pièces, je l'ai faite soit avec des gens euh, en one-to-one dans un salon de haute joaillerie pour des gens qui étaient en train d'attendre pour acheter un bijou à 1 million d'euros, ou je l'ai fait dans un mariage où tout le monde était bourré, ou je l'ai fait au bord de la piscine avec des potes qui fais-nous un tour. Mais en fait, dans toutes ces circonstances-là, moi, la technique, c'est des rails. Mais donc, moi, en tant que pro, mon boulot, c'est de m'adapter aux gens qui sont avec moi et qui sont en face de moi, de créer la meilleure relation possible et de créer des choses qui vont se passer dans leur tête, en plus de la magie, et après d'être bon dans l'environnement dans lequel on me projette, si tu veux. Et c'est là où c'est important d'avoir des routines que tu maîtrises. Parce que sinon, tu sors le dernier tour que tu as fait il y a 3 jours et que le truc, il est un peu bancal et que le mec, il sent que tu n'es pas maître de ce que tu fais, tu vas pas passer pour un pro. Tu vas passer pour quelqu'un qui est bon, qui est OK, qui est sympa, mais on ne va pas te rappeler. On ne te rappelle pas pour ça. On rappelle les gens qui cassent la tête en deux. Mais pour casser la tête en deux, il faut que ton truc, tu le maîtrises. Et il y a pas de maîtrise sans années avec le même effet. Si je veux résumer ce que je viens de te dire, quoi. Ouais, Euh, j'entends. Je comprends. Stone, quand tu le vois faire sa routine euh, de l'apparition de la bouteille ou du splash bottle, il la fera tout le temps. Mais son sens du timing, il est tellement aiguisé, il est tellement. Oui, il peut se faire chier en le faisant, mais je pense pas qu'il se fasse chier parce que si tu dis je me fais chier, ça veut dire que tu attaches plus d'importance au tour qu'à ce que ton tour procure. Et ça qui est important.
C'est tu fais quoi avec ton tour? Tu amènes les gens où? Tu veux leur faire ressentir quoi? Est-ce que tu fais tout pour que l'effet de magie soit le plus fort possible? Mais tu ne peux pas réfléchir à ça si tu es en train de penser à où tu vas placer ton petit doigt et si l'empalage il est propre. Tu vois, c'est pas possible. Évidemment. Donc non, pour moi, tu te fais pas chier. Tu te fais pas chier, tu dois juste, une fois que tu as maîtrisé ça, te concentrer sur la relation que tu crées avec les gens. Parce que je pense que tu vois, je sais que en entendant ça, quelqu'un qui commence la magie ou qui débute la magie peut vraiment se dire, mais moi, j'ai pas du tout envie de faire les 20 mêmes tours pendant Ah mais non. les 20 En prochaines fait, minutes. en fait ça se fera naturellement, j'ai envie de te dire. En fait, au début, quand tu commences, tu as envie de faire plein de trucs. Tu fais du mentalisme, la torsion de cuillère, des fioritures avec des cartes, une grande illusion. Ok, très bien. Moi, je dis, fais. Emmagasine plein de trucs, bosse deux, trois trucs à droite, à gauche, bosse-en 50 à la fois. Et après, pour moi, le tri se fera naturellement. Il y a des choses que tu vas refaire, il y a des choses que tu vas trouver plus agréables à faire, il y a des choses pour lesquelles tu vas trouver une histoire à raconter qui te plaît vraiment. Et pour moi, le tri, il se fera comme ça. Et quelqu'un qui devient pro, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, regarde ce qu'il est en train de faire et garde ce qu'il estime être le plus fort. Moi, ça ne m'empêche pas de. J'ai mon répertoire qui n'a pas bougé, qui n'a pas bougé depuis 15 ans, 20 ans, certaines choses. Mais par contre, j'apprends plein de nouvelles choses. Et avant qu'une nouvelle chose rentre dans mon répertoire, je peux dire qu'il y a plein d'étapes à franchir et que c'est compliqué de faire rentrer une nouvelle chose dans mon répertoire. Récemment, il y a quoi, il y a 2 ans, 3 ans, j'ai commencé à faire un effet de mentalisme de Michael Weber que j'avais lu dans une de ses notes de conférence. Et c'est rentré dans mon répertoire. C'est-à-dire que maintenant, je le fais en close-up, je le fais sur scène, je le fais sur des conventions, sur des grandes scènes, je le fais pour des petits comités. Mais en fait, le truc, maintenant, j'ai tellement trituré, et je l'ai tellement réfléchi Et que, re-questionner. ouais, que c'est rentré dans mon répertoire. Et je pense qu'à force, tu te rends compte de l'impact que va avoir un effet que tu vas travailler. Moi, je pense que c'est là où un pro il fera une différence avec un amateur. C'est que moi, si je vois un tour, je dis, bon, ça n'aura pas d'impact sur une grosse salle, ça n'aura pas d'impact, ça n'aura pas d'impact sur un petit comité. Ça, en termes d'effet, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Enfin, j'arrive à décortiquer un truc, je le démonte rapidement parce que j'ai appris à démonter un effet de magie, quoi. Ça sert à Alors, ça, les bouquins. Ça sert à rendre ta magie plus forte. ah oui, clairement, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Alors, Faut que tu comprennes ce qui se passe dans la tête des gens. il est, il est cruel ce format d'interview parce qu'on passe réellement du bon temps, mais nous sommes déjà presque à 1 heure et cette conversation pourrait continuer Ouais, encore je pense, oui. un long moment, vu comme c'est parti, mais je sais en même temps pour toi que c'est bien de ne pas trop t'en donner pour que tu aies la dalle d'aller chercher les infos qu'il te faut. Alors, je termine cette interview de manière générale en posant des questions plus courtes qui amènent des réponses plus courtes. Vas-y. Ok. Par quoi je commence? Alors, d'habitude, je demande 3 livres que tu recommandes pour la magie, mais je crois qu'on en a abordé quelques-uns déjà. Ouais, plus là. Euh, Oui, là. un magicien Écoute, attends, non, non. Attends, je vais te donner un livre qui n'a aucun rapport avec la magie. Attends, j'arrive. Tu vas me donner pouvoir illimité? Pas du tout. Voilà. Non, tu vois, celui-là, tu le connais pas en plus. Attends, faut que je le retrouve. J'ai rangé parce que j'ai des bouquins, mais j'en ai plein dans tous les Tu me donnes sens. pas le dernier livre de Marc Dorcel, hein? Non, 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 non. D'accord, ok. Mais ça, c'est les années 80, mon vieux. T'étais même pas né à cette époque. Euh, Quelle vilaine référence. Alors, attends. Non, je te donne ça. Jean-Laurent Cochet, bien sûr. Évidemment. Là non plus, là, c'est pas notre génération. Jean-Laurent Cochet est un professeur de théâtre et un théoricien du théâtre absolument gigantesque et Et il démentiel, est mort il n'y a pas très longtemps. euh, qui est Du génial. Covid. Dans le même genre, je vous recommande Louis Jouvet, je vous recommande Stanislavski, évidemment. Alors, pourquoi je te dis Cochet? En Dis-moi. fait, quand moi j'ai commencé à parler sur scène et à faire de la magie où je devais dire un texte, j'ai été voir un pote comédien que je trouvais bon. Et j'ai dit,
ta technique, c'est quoi? Tu as appris comment? Et il me dit, bah, moi, je me suis tapé 3 ans chez Cochet. Je fais, c'est qui Cochet? Et Cochet, Jean-Laurent Cochet, c'est la personne qui a formé Fabrice Lucchini, Gérard Depardieu, Jean Reno, Isabelle Adjani, etc., etc., Carole Bouquet, bref. C'est un des plus grands profs de théâtre français. Et j'ai eu la chance de faire 2 stages avec lui. J'ai fait 2 fois une semaine. Je me suis fait casser la tête en deux. Parce que moi, j'étais monté sur scène plein de fois. Je pensais parler, savoir parler, etc. La Et, certitude. Et donc, en fait, moi, il m'a retourné le cerveau sur la façon de m'exprimer. Et il m'a donné des clés qui sont dans ce bouquin-là pour travailler un texte, pour prendre son temps sur scène, pour savoir articuler, pour savoir bien parler. Il donne plein d'exemples. Et je pense que c'est un bouquin qui est pour moi essentiel aux magiciens qui veulent justement, comme disait Robert Houdin, devenir un acteur qui joue le rôle d'un magicien. S'il y a un livre à lire, parce que Stanislavski, c'est bien, mais c'est un peu compliqué, je trouve. C'est un peu tortueux, dans le sens où il faut aller chercher des émotions et essayer de les revivre. Cochet, il n'était pas trop pour ça. Il avait une justesse dans la façon d'incarner un texte qui transmet dans ce bouquin-là. On n'aura pas le temps d'en parler, mais en tout cas, moi, c'est quelqu'un qui m'a profondément marqué dans ma façon de travailler le texte sur scène. Et en tout cas, sa vision des choses dans ce bouquin-là, elle m'a complètement transformé. Un magicien qui te met sur le cul de la nouvelle génération. Dans le bon sens, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Écoute, il y a un Français qui s'appelle Johan, qui est sur Instagram. Je ne connais pas son nom de famille, malheureusement. Je me suis abonné à… Il a sorti ce qu'on appelle un Patreon, c'est-à-dire que tu payes tous les mois pour voir ce qu'il produit. Il a un Insta. Attends, il faut que je retrouve son Insta. Il s'appelle… Attends, il s'appelle… C'est un Français? Ouais, c'est un Français, ouais. Et franchement, c'est un très, très bon close-up man. Attends, Johan F. Alors, c'est quoi Johan F? Tu tapes sur Instagram Johan F Visual Card Magic. Ok. Johan F Visual Card Magic, ça s'affiche dans la description. D'accord. Tu auras tous les liens dans la description. Donc, lui, vraiment très, très bon. Attends, dans la nouvelle génération, bon, créativement parlant, bon, il y en a plein. Il y a Blake Vogt, il y a Khaled Morelli. Et après, dans les virtuos, je te dis, bah, je suis content de faire un petit cocorico avec ce mec qui est français, quoi. Le livre que tu es en train de lire en ce moment. Alors, c'est un YouTuber, ce monsieur. exact. Ouais. Très sympa. Je l'ai eu aujourd'hui par messagerie. Et j'ai fait une formation avec lui. Tu as fait une formation avec lui? J'ai fait une formation avec lui, là. Et enfin… C'est pareil en magie, la rhétorique, ça peut être intéressant de savoir parler pour convaincre. En mentalisme, ça peut servir, non? bien sûr. Regarde, je vais chercher dans un bouquin comme ça des choses qui vont me servir dans le mentalisme. La rhétorique, tu apprends à convaincre, tu apprends à persuader, tu apprends à influencer. Le mentaliste, il fait quoi? Il fait du poney, c'est ça, non? Avec Marc Dorcel. Voilà, enfin, pour que cette série d'interviews puisse continuer, et j'y tiens, parce que je crois que ça rend service à plein de gens, et c'est ce que j'essaie de faire sur cette chaîne. Et ben, je demande une recommandation. Si tu pouvais me recommander à quelqu'un, français ou francophone. Un magicien? Un magicien, ouais. Avec qui on pourrait discuter et avec qui tu pourrais me mettre en contact. Tu pourrais me mettre en contact avec qui? As-tu interviewé Yves Doumergue? Non. Ben, il le faut. Yves, Parce que Yves, c'est un peu le mec qui est… c'est l'homme de l'ombre d'Éric Antoine depuis plusieurs années sur toutes les émissions de télé. Sur toutes, hein. Moi, je bosse avec lui en ce moment sur un spectacle. Donc, c'est mon homme de l'ombre en ce moment sur un truc que je vais sortir dans 6 mois, 1 an, peut-être 6 mois. Yves, il a traduit le bouquin de Darwin Ortiz. Ouais, Concevoir des miracles. Et je pense que pour moi, c'est un des meilleurs magiciens français, enfin un des meilleurs penseurs de la magie français actuel.
Et il y a plein de magiciens qui ne savent pas qui c'est. Yves Doumergue est génial, c'est clair. Yves Doumergue, je t'ai déjà écrit pour te proposer ce format d'interview et, Mais je vais lui dire. et tu ne me réponds pas, Yves. Je vais lui dire. Réponds-moi, Yves. Pourquoi tu ne me réponds pas? Yves Doumergue, moi, ça me va tout à fait. J'aime beaucoup sa façon de penser la magie à Yves. Je l'ai rencontré à Lyon, dans le magasin de magie. Et on a eu l'occasion d'échanger un petit peu. Je ne suis pas sûr qu'il se rappelle de moi, mais c'était un très bon moment d'échange. Et ce serait vraiment quelqu'un qui serait vraiment super. Écoute, cette interview va se terminer doucement. Si tu as envie de dire un dernier mot pour conclure, tu peux le faire maintenant. Et puis moi, ensuite, je mettrai un terme à cette interview. Pour moi, le mot de conclusion, c'est soyez curieux. Il n'y a pas que la magie. Intéressez-vous à beaucoup, beaucoup d'autres choses pour que votre magie soit encore plus intéressante. Mais si vous n'êtes pas intéressant à titre personnel, votre magie ne sera pas intéressante. Soyez curieux. C'était une interview. Je te remercie sincèrement parce que déjà, tu as accepté de revenir suite à un problème technique et tu as vraiment dit des choses réellement passionnantes. Réellement passionnantes. Et je suis vraiment très heureux que tu aies pu les dire et que ça se retrouve sur YouTube et que des gens puissent avoir accès à ça. Merci pour ta bienveillance, merci pour ton temps. Et merci à vous. Nous, les amis, vous savez, sur cette chaîne YouTube, on fait en sorte de servir l'art magique à notre échelle, comme on le peut, voilà. Mais pour que la puissance de frappe de cette chaîne YouTube pour rendre service à la magie puisse grandir, eh bien, il n'y a pas de secret, il faut que la communauté grandisse. Et pour que la communauté grandisse, il n'y a pas de secret, il faut t'abonner à cette chaîne YouTube. Donc, si tu es d'accord avec le message qu'on essaye de véhiculer ici, avec les autres vidéos qui sont sur cette chaîne, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à aimer cette vidéo, à commenter. C'est le jeu des réseaux sociaux, il faut que le référencement puisse faire son chemin, mais tu peux également suivre Laurent sur tous ces réseaux sociaux. Tout est évidemment dans la description. Tous mes réseaux sociaux sont aussi dans la description, Instagram et YouTube, puisque c'est les deux seuls endroits où je suis. Laurent, il y aura son site internet dans la description. Tu veux que je mette autre chose dans la description en lien? Moi, je réponds plus sur Instagram et sur LinkedIn. Ok. Mais sur Facebook, pas trop. Depuis l'élection de Donald Trump, je vais plus sur Facebook. Ne pensons pas là-dedans. Et ça forme du... Dis-moi. non, mais oui, sur mon site, vous pouvez me laisser un message. Normalement, je réponds. Mais sur LinkedIn aussi et ouais, sur Instagram, pareil. Alors évidemment, je te demande là, mais je pense que tu seras d'accord que quand cette interview sortira, tu pourras aller jeter un œil dans les commentaires. Et si jamais il y a des questions, de pouvoir y répondre. C'était un plaisir de passer cette heure avec vous. Merci beaucoup d'avoir cliqué. Et pour les quelques personnes, alors, parce que je ne l'ai pas dit, ça, pour les quelques personnes qui ont vu le nom de Laurent Beretta dans le titre et qui ne connaissent pas ma gueule, eh ben moi, je m'appelle Quentin, je suis magicien. J'ai 25 ans, je suis en couple. Je ne regarde pas Marc Dorcel. Mais voilà, bon, après le pitch de Je sers l'art magique, tu l'as eu déjà. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir pris le temps. C'était vraiment un plaisir. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. C'est ciao. Tu viens d'avoir le speech pour t'abonner. Tu viens de faire tout ça et puis on vient de reprendre la conversation avec Laurent. Mais Laurent, il avait encore un bouquin à te transmettre. Alors, je t'en prie. Oui, on parlait tout à l'heure justement de l'impact de la littérature, de l'importance aussi que je t'avais dit tout à l'heure que un magicien, c'est un comédien qui joue le rôle d'un magicien. Et cette phrase, elle vient d'un mec cocorico qui est Robert Houdin. Et Robert Houdin, il écrit sa biographie. Sa biographie, elle a inspiré quelqu'un qui s'appelle Harry Houdini. Sans Robert Houdin, Harry Houdini, le magicien américain, n'aurait pas existé. Donc, pour moi, comment dire, cet ouvrage s'appelle Révélation et Confidence. Donc là, c'est Confidence d'un prestidigitateur. On le trouve d'occasion sur Amazon, sur plein d'autres sites. Moi, j'ai pris l'édition qui était présentée et annotée par Christian Fechner. Alors, faites vos recherches. Christian Fechner, c'est un magicien français, producteur de cinéma, mais qui a fait beaucoup, beaucoup pour la magie française. Et donc, en lisant ce bouquin, vous comprendrez aussi pourquoi Robert Houdin, c'est quelqu'un qui écrivait extrêmement bien. Il savait présenter sa magie de façon très artistique et théâtrale. Déjà parce que c'est quelqu'un qui écrivait bien, qui adorait la littérature. Et donc, c'est pour faire la boucle tout ce qu'on avait dit juste avant.
Je pense que c'est un bouquin un peu incontournable si vous avez le temps de le lire. Moi, j'ai lu pendant le confinement parce que je n'ai pas trouvé le temps avant. Mais en tout cas, c'est passionnant et j'ai fait 75 000 annotations. Mais même il explique parfois des petites subtilités sur comment il présente un tour de carte ou un tour de pièce. Il le dit en 2 ou 3 phrases, mais c'est un truc, tu te dis, mais putain, il a complètement raison, quoi. Donc, je ne veux pas spoiler, mais on apprend aussi à mieux présenter sa magie quand on lit des bouquins comme ça. Voilà. Cette fois-ci, et pour de vrai, les amis, c'est ciao.